les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain. Bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour la 5e émission d'Entre les lignes. Ici, vous le savez, on parle de football joué par les femmes, puisqu'il n'y a pas de football féminin comme il n'y a pas de football masculin. Femmes et hommes pratiquent le même sport, mais c'est quelque chose qui, pour certains, on a pu le voir ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux, a du mal à rentrer. Le mois dernier, on souhaitait réagir notamment à la vraie fausse polémique qui était née de la défaite de la sélection brésilienne contre les garçons de 15 ans du Grêmio, 6-0 dans un match d'entraînement. C'était un non-événement puisque de tels résultats avaient eu lieu avant. On se souvient du match entre la team USA et les garçons de 15 ans de Dallas qui s'était fini sur un score à peu près similaire. Mais ça avait suffi à raviver une misogynie assez profondément ancrée qui faisait fi des aspects économiques, sociaux, physiologiques. Signe donc que malgré les avancées indéniables pour les femmes dans le football, le chemin était encore long pour atteindre sinon l'égalité de moyens et de conditions, du moins l'égalité de traitement et de représentation dans la sphère publique et médiatique. Nous vous proposions donc une émission sur le quotidien des joueuses, souvent amateurs, dans des clubs eux aussi amateurs, dont la trésorerie n'est pas illimitée, et pour qui c'est un combat un peu permanent de maintenir un niveau sportif et économique exigeant. Christine Aubert, la présidente du GPSO ici, nous avait ouvert les portes de son club, nous avait permis de vous offrir un panorama sportif le plus complet possible. Alors ce mois-ci, on a décidé de prolonger la réflexion, on va sortir vraiment du terrain, on va repartir de la base. Le football joué par les femmes ne date pas des 4 titres de championne du monde des États-Unis, ni de ceux de la section féminine de l'Olympique Lyonnais. En fait, les premiers matchs datent de la fin du 19e siècle. Certaines sources datent le premier match d'ailleurs à 1881 entre une sélection anglaise et une sélection écossaise. Les premiers matchs se jouaient principalement en France et en Angleterre, et puis jusqu'à l'entre-deux-guerres, jusqu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, les matchs pouvaient même attirer des milliers de spectateurs, un siècle donc avant le mondial 2019. Et puis tout s'est arrêté. Le football a été interdit aux femmes en 1921 en Angleterre et quelques années plus tard en France. Il faut donc attendre fin des années 60, début des années 70 pour que leur pratique soit réhabilitée. Des décennies ont donc passé et finalement, est-ce que tout ne part pas de là ? Une pratique dévalorisée, marginalisée, puis finalement interdite, une nécessaire baisse de la condition physique pour les femmes, coupée du football, ce qui pourrait expliquer ces résultats aussi contre des jeunes garçons, et puis aussi des droits télé et des contrats très éloignés de ce qu'ont leurs homologues masculins. On va se poser donc la question et on va se les poser avec nos deux invités, Lucas Rondel et Richard Duhautois. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur et économiste, respectivement. Vous avez publié en fin d'année dernière le livre « Comme les garçons, l'économie du football féminin ». Vous aviez déjà écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait « L'argent du football », qui était plus consacré à l'économie chez les garçons. On imagine, pour commencer, pour se chauffer, on imagine que ça a dû être un sacré boulot pour vous quand même. Pour le football des hommes, c'est vrai qu'on a quand même des sources, notamment en matière de finances et d'économie, donc qui sont beaucoup plus faciles à mobiliser pour faire une étude un petit peu sur l'argent du football. C'est vrai que du côté du football, on va dire du football féminin, c'est souvent l'association des clubs, l'association des clubs qui gère un petit peu ces sections féminines. Et donc c'est vrai que les chiffres, notamment en matière de budget, en matière de recettes et en matière de dépenses, sont beaucoup plus difficiles à mobiliser, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est quand même un sujet qui est moins étudié que le football masculin, notamment sous son versant économique, quoi. Il y a quand même un problème d'échelle aussi, c'est-à-dire que par exemple en France, le budget de la Ligue 1 c'est près de 2 milliards et c'est à peu près c'est 100 fois moins pour le football féminin, quoi. Donc on n'est pas du tout dans le même monde économique. On va le développer durant ce podcast. Avant ça, j'accueille bien sûr d'autres connaisseurs aussi des arcanes du football féminin et qui vont m'accompagner pour ce podcast. Salut Nicolas Jambou. Salut Léo, bonjour à tous. Journaliste de l'équipière. Et puis Inès Roy-Levanovic. Salut Inès. Salut, bonjour à toutes et à tous, surtout aujourd'hui. Tu es la présidente de l'équipière et puis toujours notre guide bien sûr sur les initiatives et avancées concernant la pratique footballistique des femmes. D'ailleurs, tu siffleras la mi-temps tout à l'heure en parlant bien sûr d'une icône pour le combat entre l'égalité entre femmes et hommes. Bien sûr, Mégane Rapinoe. Tout le monde est en place. La discussion peut donc s'ouvrir pour ce 5e épisode d'Entre les lignes. Entre les lignes.
On commence avec une question très simple, messieurs, Richard Duhautois, Lucas Rondel, d'où est partie votre réflexion en fait sur le football au féminin? Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette étude-là, et à vous plonger dans les arcanes de la pratique féminine? À la suite de l'écriture de l'Argent du football, donc qui était spécialisé sur le football masculin, et à la suite de la Coupe du Monde 2019 en France, et notamment les discussions sur les inégalités salariales, on a eu l'idée de continuer en fait ce qu'on avait fait sur le premier livre pour pouvoir donner un peu d'informations réelles sur le football féminin. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'articles de presse qui disaient plus ou moins n'importe quoi sur les inégalités salariales, et on avait envie un petit peu de s'intéresser au pourquoi du comment de ces inégalités salariales essentiellement. Donc ça nous a fait évidemment chercher de nombreuses données, à la fois en France, en Europe et aussi dans le monde entier, qui étaient très très difficiles à trouver, mais bon, je pense qu'on a quand même réussi à donner un bon panorama et à répondre à la question des inégalités finalement dans l'ensemble du livre. Alors vous le disiez, hein, on le disait en introduction, les données sur le sujet ne sont pas forcément les plus actualisées. Ça vaut toujours aujourd'hui. D'ailleurs, on ne trouve pas forcément grand-chose sur le site de l'équipe, ni même sur le site de la fédération. Et les sites spécialisés comme Foot au féminin ou le nôtre, hein, l'équipière, sont encore relativement peu connus ou connus d'une partie seulement du public. Pourtant, on n'a jamais autant parlé de football au féminin, notamment avec le Mondial 2019 en France. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Lucas Rondel? Je pense que le fait qu'on parle aussi de beaucoup du football féminin aussi, c'est aussi un effet d'époque, quoi. Je pense que quelque part le foot féminin c'est devenu aussi une sorte de, pour beaucoup de gens qui en parlent, hein, c'est quand même aussi devenu un objet un peu, entre guillemets, un peu politique, hein. C'est-à-dire que ça sort un petit peu de sa dimension purement sportive, hein. C'est pour ça qu'effectivement je pense qu'il y a quand même certaines choses qui ont été dites qui n'étaient pas très très fondées. Alors après, ce qu'il faut aussi, c'est quand même séparer le football donc dans ses versions domestiques, c'est-à-dire à travers les championnats qui effectivement on peine un petit peu à exister ou à être visible ou à être médiatisé, et puis aussi les grands événements quand même internationaux, donc à travers la Coupe du Monde, qui eux sont quand même, ont vraiment rencontré leur public et vraiment ont maintenant un succès populaire assez important, quoi. Donc il faut vraiment séparer dans ce qui est de l'équipe nationale, des équipes domestiques, et puis séparer aussi le côté à la fois sportif et puis tous les gens qui veulent s'approprier cette question pour des visées moins sportives que politiques. Enfin, c'est mon point de vue. Alors, il y a beaucoup de bases historiques. Vous posez des bases historiques dans votre livre. Justement, ça remonte quand même. Le débat remonte quand même à assez loin. En quoi est-ce que l'histoire de la pratique féminine du football résonne encore aujourd'hui, selon vous, Lucas Rondel? Comment est-ce qu'on peut et quelle résonance on peut offrir aujourd'hui? Voilà, on parle beaucoup de Wendy Renard, du combat d'Ada Hegerberg, des engagements d'Amandine Henry. Quel parallèle on peut faire avec ce qu'il y avait avant, avec les premières pionnières que vous évoquez dans votre livre, que ce soit Lily Parr ou Nettie Honeyball? Ouais, alors ça c'est intéressant votre parallèle, parce que c'est vrai que les premiers pas du football féminin, c'était pas forcément pour développer une pratique, notamment si on regarde par exemple un des premiers clubs qui a existé, c'est le British Lady Football Club, hein. Ça a été donc fondé par Florence Dixie, donc avec une joueuse qui était assez connue qui s'appelait Nettie Honeyball, hein, d'accord, et qui effectivement, la Florence Dixie, par exemple, c'était une aristocrate, hein, et qui défendait ce qu'on appelle en anglais le rational dress movement, c'est-à-dire le fait de pouvoir, pour les femmes, de pouvoir s'habiller de manière plus confortable, quoi. Notamment, donc, quand on joue au foot, c'était quand même assez bienvenu, quoi. Et c'est vrai que quand on lit un petit peu le travail des historiens sur ce British Lady Football Club, il n'y a pas eu de volonté de ces femmes comment dire, il y a beaucoup de femmes qui voulaient jouer au foot, notamment des classes populaires, qui n'ont pas été accueillies dans ce club, parce qu'effectivement, c'était pas forcément l'objet. Je pense que l'objet, c'était aussi un combat pour la condition féminine, même à l'époque, quoi. Donc c'est vrai que les joueuses d'aujourd'hui, on va dire,
elles étaient pas les premières, quoi. Donc alors après le second âge d'or du football féminin, ça a été donc avec les munitionnettes après la guerre mondiale, mais c'est pour d'autres raisons, quoi. Donc ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris vous aussi, Richard Duhautois, de voir cet historique finalement assez méconnu? En fait, en 1881, il y a eu 7 matchs organisés, alors 2 en Écosse et puis 5 en Angleterre. En gros, c'était Écosse-Angleterre, mais je voudrais quand même signifier que ça avait été organisé par des hommes pour se moquer des femmes à l'époque. C'était pas du tout des pionnières qui jouaient comme en 1895, comme Luc vient de le dire. C'était vraiment des matchs de gala pour récupérer un petit peu d'argent et puis se moquer des femmes. Et en 1887, il y a eu exactement la même chose, une tentative de faire des matchs comme ça de gala organisés par des hommes pour se moquer des femmes, qui ont été aussi arrêtés, parce que la plupart des matchs, il y a eu des envahissements de terrain à cette époque, en 1881 et en 1887, où ça a même fini en pugilat dans certains matchs, notamment en Angleterre. En 1887, c'est pareil, ça s'est passé du côté de Leeds. Les matchs ont été arrêtés et à partir de ce moment-là où on a fait, du moins les filles des classes populaires ont arrêté un petit peu de jouer au foot et c'est devenu un sport beaucoup plus masculin, parce que ce qu'il faut savoir en fait dans les stades à cette époque, donc pour le football masculin, il y avait énormément de femmes. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé en 1895, c'est surtout des femmes de catégorie middle upper class, comme on dit, qui ont tenté pour des raisons plutôt féministes, de refaire des matchs de foot. J'avais une question par rapport à ça, parce que c'est intéressant ce que vous dites. On voit que finalement, il y a eu d'un côté un peu une mise en avant du football féminin par les hommes, pour faire gros, pour s'en moquer, avec un point de vue un peu condescendant, et de l'autre côté, des avancées aussi du football féminin pour des raisons féministes. On a un peu l'impression que c'est deux approches qui sont totalement contradictoires. Pourtant, ça fait progresser peut-être dans une certaine mesure le football dans les deux cas. Avec des conséquences, je pense, différentes aussi, dont certaines néfastes peut-être, dans l'évolution du football et la manière dont il est construit, non? Ou est-ce que finalement, dans les deux cas, l'essentiel, c'est que ça progresse et que peu importe les conséquences derrière? En fait, ce qui s'est passé à la fin des années 1881, quand on s'est un petit peu moqué du football des femmes, en fait, les femmes des classes ouvrières n'ont pas rejoué jusque la Première Guerre mondiale ou justement dans les entreprises de munitions. Et dans les entreprises de munitions, finalement, quand on regarde bien aussi, du moins en Angleterre, puisqu'en France c'est un peu différent, en Angleterre, on a autorisé aussi les femmes à jouer au foot pendant la Première Guerre mondiale parce que c'était des matchs de charité. Donc tous les matchs organisés, du moins féminins, entre 1917 et 1921, c'était vraiment que des matchs de charité. Sinon, les femmes n'auraient pas pu. Et je veux simplement dire aussi que les entreprises de munitions où il y a eu des matchs de football féminin, quand on regarde bien, il y a quelques archives. C'est des endroits aussi dans le nord de l'Angleterre où le football était développé et pas le rugby. Vous voyez, c'était à cette époque où, du moins à la fin du 19e siècle, la scission entre le football et le rugby a eu lieu, mais finalement, on a autorisé les femmes, pour simplifier, à faire des matchs de foot, parce que c'était des matchs de charité, dans des endroits où le rugby n'était pas développé. Mmh. D'accord. Pardon, dans des endroits où le rugby était développé et pas le football masculin. Voilà. Okay. Ce qui est fou d'ailleurs, et vous le rappelez, c'est que ces matchs ont souvent attiré du monde, parfois jusqu'à 25 000 spectateurs. Et pourtant, en 1921 pour le Royaume-Uni et un peu plus tard, vers 1932, à l'arrêt du championnat pour la France, les femmes sont interdites de football. Et il faudra donc attendre les années 70 pour que l'interdit soit levé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce coup d'arrêt et tout le temps en fait qui est passé entre ces décennies avant que les femmes puissent retaper dans un ballon? Lucas Rondel peut-être. Oui, c'est ce que vous dites est vrai. C'est vrai que alors si on revient un petit peu sur l'épisode des Dick Care Ladies, des munitionnettes, c'est vrai que bon à l'époque c'est la guerre, les hommes sont au front, donc les femmes donc
il y a à peu près 1 million de femmes qui travaillent dans les usines de munitions, c'est pour ça qu'on les appelle les munitionnettes, et qui en profitent pour créer des associations pour jouer au foot, quoi. Et je crois qu'il y en a quand même, il y a énormément d'équipes à ce moment-là qui se développent, quoi. Donc c'est vrai qu'après la guerre, donc il y a eu un certain nombre de matchs qui ont été organisés, qui ont, comme vous le dites bien, qui ont relativement succès, notamment entre la France et l'Angleterre, puisqu'en France, alors c'est pas le foot féminin ne s'est pas développé donc dans les usines, mais plutôt à travers des associations de sport féminin, notamment la Fédération des sociétés féminines sportives de France, qui a été créée en 1917 par la plus connue des associations, c'est Femina Sport, qui était donc présidée par Alice Milliard, qui a créé d'ailleurs le premier championnat de France de football féminin entre 1919 et 1932. Et effectivement, les matchs, par exemple, entre les munitionnettes et les Dicker Ladies et la France, hein, donc dans les années 20, donc attiraient pas mal de monde, et jusqu'à une date récente, hein, alors soi-disant le record effectivement d'affluence, ça a été donc le jour du Boxing Day en 1920, donc avec les Dicker Ladies, où il y avait à peu près 53 000 personnes, hein, qui étaient donc dans le stade d'Everton. Donc effectivement, c'était donc une pratique qui avait un relatif succès. Alors après, effectivement, alors pour quelles raisons? Je pense que il y a différentes raisons. Je pense qu'en Angleterre, effectivement, le fait que ça avait pas mal de succès, c'est évidemment les gens, peut-être que les hommes souffraient peut-être un peu de ce succès, donc c'est redevenu un sport masculin. Donc les mesures qui ont été prises ont été un peu différentes, c'est-à-dire du côté de l'Angleterre, on a incité les clubs de foot à ne plus prêter leurs infrastructures aux femmes, donc c'était difficile de pratiquer le football sans terrain. En France, c'était un peu différent. Il n'y a pas eu d'interdiction explicite, mais simplement ça procède plus d'une critique sociale, du fait qu'effectivement on considérait que les femmes n'avaient pas à jouer au foot, etc. Et donc c'est un peu différent. C'est vrai que souvent on explique en Angleterre, par exemple, le fait que le football féminin a du mal à prendre, effectivement, ça suit des différentes raisons. Donc c'est vrai que souvent on considérait que le foot était un sport de contact, donc c'était pas un sport donc féminin. Le fait effectivement que ça s'est quand même développé beaucoup dans pas au début, mais après, beaucoup dans les classes populaires, et on a dit précédemment qu'effectivement, au niveau des femmes, c'était plutôt les upper class qui s'étaient appropriés cette pratique sportive. Et puis, il y avait aussi le fait aussi que, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu difficile de jouer au foot, avec les tenues féminines de l'époque, quoi. Donc vous voyez, tout ça fait qu'effectivement, après les années, en France, il y a eu un championnat jusqu'en 1932, puis après qui a un peu tombé qui a un peu disparu, et ça explique le fait qu'effectivement il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'avec aussi tous les combats liés au féminisme dans les années 60, fin des années 60, pour qu'on revoie effectivement du foot féminin, quoi. Bien sûr, et justement, vous faites une très bonne transition avec la prochaine question qu'on avait pour vous. Avec tout ce développement à travers le temps du football féminin, finalement, où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que on peut désormais imaginer une troisième naissance, peut-être, un futur où la pratique féminine du football exploserait jusqu'à, sinon totalement, du moins significativement, rattraper la pratique masculine? Richard, tu y vas? Disons que c'est un peu de la fiction, et c'est vrai qu'en tant qu'économiste, on a toujours tendance à se lancer et à se tromper très facilement. Mais bon, encore une fois, en toute honnêteté, je pense que le football féminin ne se développera jamais comme le football masculin s'est développé pour des tonnes de raisons. Il y a vraiment une différence fondamentale entre les équipes de clubs et puis les équipes nationales. Les équipes nationales, le ressort, en fait, finalement, c'est la joie de voir son pays jouer, quel que soit le sport, quel que soit le sexe des joueurs. Alors que les footballs de club, c'est quand même un ressort à la fois économique et puis évidemment historique, qui fait que aujourd'hui, par exemple, si on prend la D1, quand vous voyez le nombre de spectateurs moyens, il est très 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 faible. À part de temps en temps quelques matchs entre Lyon et Paris,
Et puis même quand on regarde aux États-Unis, soi-disant l'Eldorado du football féminin, vous regardez bien le nombre de spectateurs dans les matchs de NWSL, c'est à peu près entre 6 et 8 000, alors que le soccer masculin aux États-Unis, c'est autant que la Ligue 1. Donc vous voyez, moi je crois pas du tout au développement du football féminin et au rattrapage total avec le football masculin. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment il y a un gouffre entre les deux football en matière économique. Alors dire qu'effectivement le foot féminin, je pense que le foot féminin, il a vu qu'on part de très bas, il a un potentiel de développement qui est certain, hein, je veux dire, donc c'est pas, mais néanmoins, bon voilà, est-ce qu'il rattrapera le football masculin? Ça, c'est à la limite, c'est pas forcément une question très intéressante. Savoir effectivement, ce qui est plus intéressant à savoir, c'est que voilà, est-ce que voir un petit peu comment on peut développer le football féminin à la fois sous son côté sportif et puis sous son côté économique. Bon, mais est-ce que c'est vraiment un objectif de vouloir rattraper le football masculin? Moi, je pense que c'est un faux. Tout ça, c'est un faux débat. Le plan principal, c'est effectivement, c'est de voir un petit peu comment la pratique féminine du football peut se développer et puis on verra après, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que en introduction, vous disiez bien effectivement qu'il y avait qu'un seul football masculin et féminin, etc. Vouloir absolument rapporter ça, comparer le football féminin au football masculin. Je pense que pour nous, je pense que Richard sera d'accord avec moi, c'est un faux problème. Et la controverse sur les inégalités salariales entre footballeurs et footballeuses, ça procédait de cette logique qui est pas forcément très bien fondée, quoi. Alors, ça va nous faire une transition pour parler du sujet économique, hein, qui est donc largement abordé, qui est le cœur de votre ouvrage. On l'a vu, donc il y a eu un engouement qui était ancien pour la pratique, qui a ensuite été mis à l'arrêt. Il y a eu une renaissance dans les années 70. Il y a eu plus tard donc la Coupe du Monde en France en 2019. Malgré tout, donc on sent que le soufflet est retombé. Les moyens qui gravitent dans le football féminin, on le disait, hein, les conditions des joueuses, budget, transfert, sponsors, droits télévisés, ça n'atteindra peut-être jamais, en effet, les niveaux masculins. La médiatisation de la pratique féminine reste encore assez confidentielle. Qu'est-ce qui manque au modèle Qu'est-ce qui manque en France pour que ça explose réellement? Et est-ce que même, par extension, le football au féminin est sous-évalué, Richard Duhautois? Du moins, moi, je crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment lié à la demande. Et il faut accepter cette idée que le football féminin, il est peut-être au début d'une croissance un peu forte, mais que pour l'instant, les matchs des clubs, des différents championnats. Alors, moi, j'ai en tête surtout le championnat de Ligue 1 française. Après, je pense qu'en Angleterre, avec la professionnalisation, en Espagne, en Italie, ça croît peut-être un peu plus, mais pour l'instant, si ces produits sont si faibles, c'est que la demande finalement, elle est pas importante. Il faut aussi. Alors après, il y a peut-être évidemment des tonnes de choses à faire pour que les consommateurs puissent s'intéresser un peu plus au football féminin, mais voilà, il faut prendre des mesures de formation, de diffusion, etc. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas, en fait. Et d'ailleurs, je pense que vous avez donné une partie de réponse tout à l'heure, Lucas Rondel et Richard Duhautois. Il y a peu finalement de championnats qui sont très visibles dans le sport français, à part le top 14 et la Ligue 1, qui sont très regardés, où il y a beaucoup de droits TV. Les autres championnats, c'est quand même beaucoup moins visible. Il y a beaucoup moins une économie forte autour de ces championnats. Et comme disait, je crois que c'était Lucas Rondel qui disait ça, c'est plutôt les sélections nationales qui en bénéficient. Et donc la Coupe du Monde, il y a eu certes un effet médiatique impressionnant. Je pense que on ne s'attendait pas forcément à un si gros engouement autour de cette équipe de France, mais ça ne suit pas en championnat et c'est plutôt logique si on regarde finalement le paysage sportif français. Oui, le parallèle, ce que vous faites est intéressant. C'est effectivement, c'est pas lié effectivement à homme-femme, c'est lié aussi à certains sports qui sont plus ou moins, comme disait Richard, hein, qui sont plus ou moins populaires que les autres. C'est vrai que bon voilà, le hand, le volley, etc. On voit bien que c'est surtout à travers leurs équipes nationales, comme un peu le foot féminin, est très visible au moment des grands événements internationaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un fait et ça explique que pourquoi les modèles économiques dans les différents sports ont des fois du mal
à se comparer au football masculin qui, lui, effectivement, génère des droits TV et des revenus commerciaux qui sont sans commune mesure avec les autres sports. Et au sein, effectivement, on retrouve un petit peu ces problèmes entre le foot féminin et le foot masculin, sans qu'il y ait une volonté vraiment de discrimination, quoi. Mais c'est vrai que, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Richard, c'est vrai que quand on regarde c'est un peu vrai un peu partout, c'est-à-dire quand on regarde les affluences en Europe, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, voilà, on tourne à peu près en moyenne, pour les matchs, ça dépasse jamais 1000 personnes au niveau des affluences, quoi. Donc on voit bien que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le fait qu'il n'y a pas une demande énorme, sauf effectivement pour les sélections nationales. Alors on voit effectivement qu'il y a aussi une volonté aussi, alors au niveau de l'offre, c'est-à-dire d'essayer de vouloir susciter un petit peu cette demande. En Angleterre, par exemple, comme ils devaient organiser l'Euro, donc ça devait avoir lieu cette année non, c'était l'année prochaine, en 2021, et ça a été reporté en 2022. Et effectivement, il y a une volonté aussi de développer le football féminin, donc de professionnaliser. Déjà, ça a été la première mesure, ça a été de le professionnaliser. Ça a été aussi d'aider à la construction d'équipes qui étaient adossées à des grands clubs masculins. Par exemple, Manchester United, on leur a permis en 2 ans d'atteindre le niveau d'élite. Ça a été aussi toute une politique de développement au niveau il fallait qu'il y ait un manager général qui soit indépendant de la section masculine. Ça a été aussi l'introduction de plus ou moins se fermer un petit peu la ligue avec une seule relégation. Ça a été aussi le fait d'instaurer un salary cap, etc. Donc tout ça, et ça a été aussi une autre mesure qui a été faite, c'est par exemple aussi le fait que la fédération prenne en charge aussi une partie des salaires des joueuses qui jouaient dans le championnat anglais, un peu à l'image de ce qui se passait aux États-Unis. Donc voilà, il y a un effet, effectivement, on a une volonté de vouloir développer le football féminin. Donc ça s'est traduit aussi, par exemple, en France, par le fait que maintenant tout le championnat est visible complètement. Mais d'un autre côté, effectivement, au niveau de la demande, ça il suffit pas de le dire pour que c'est un succès populaire. Mais d'ailleurs, Lucas Rondel, je trouve que ce mot volonté, je trouve qu'il est assez parlant pour le football féminin, parce qu'aujourd'hui, on va en parler, on va décrypter tout le modèle économique du football féminin et tout son paysage économique. Le mot volonté, pourquoi pour moi il est important, je suis heureux d'avoir votre expertise aujourd'hui, mais les présidents de clubs, aujourd'hui, qui investissent dans le football féminin, il faut le dire, c'est du mécénat. C'est le vrai problème aujourd'hui du modèle économique du football féminin, c'est du mécénat. Tout le monde, à part peut-être Jean-Michel Aulas, qui a réussi à construire un modèle économique intéressant depuis de longues années, fait du mécénat et dépense à perte. Et c'est le vrai problème, c'est la dépendance des sections féminines à l'association, au club masculin. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, mais pour moi, c'est le problème majeur aujourd'hui de l'économie du foot féminin. Richard ? Moi, au contraire, je dirais que c'est pas un problème. C'est justement grâce au fait que les clubs féminins soient beaucoup adossés aux clubs masculins que finalement certains clubs peuvent se permettre de dépenser quasiment 100% de leur budget pour financer des joueuses. Donc bon, après, en effet, la question, je sais pas si c'est celle que vous posez indirectement, c'est est-ce qu'il faudrait pas mieux créer une ligue de football professionnelle féminine pour justement permettre à certains clubs qui ne sont pas adossés aux clubs professionnels masculins de vivre et du moins de se créer et de finalement se développer d'une façon autonome. En fait, quand je disais, pardon, je vous coupe, mais quand je disais problème, c'est que tant qu'elle ne sera pas indépendante, tant qu'elle ne va pas se construire petit à petit, cette économie du foot féminin, elle sera dépendante des choix des présidents et de la volonté des sections masculines d'investir ou non. Ça tombe bien, on est en pleine crise du Covid où les clubs masculins sont au bord du gouffre, vous le savez mieux que moi puisque vous êtes expert du sujet. Mais aujourd'hui, cet été, si une présidente ou un président de section féminine a besoin de 500 000 euros pour sa section féminine, elle va avoir du mal à obtenir cet argent. Même un petit transfert, 20 000 euros pour acheter une joueuse, elle ne va pas forcément l'obtenir justement parce qu'elle est dépendante. C'est en cela que je disais que c'était un problème. Encore une fois, si vous regardez bien les chiffres, alors qu'ils sont pas dans le livre, quand vous regardez le budget de la D1 qui est de 19 millions d'euros et en fait les pertes qui sont associées à ce budget qui sont autour de 13 millions d'euros,
qui sont financés essentiellement par les clubs de football professionnel masculin. Vous voyez, si jamais c'était pas adossé à des clubs de football masculin, ça serait encore pire sans doute. Et puis, je veux pas dire, mais 500 000 euros pour un club comme Lyon ou Paris, finalement, c'est pas très important. Et même pour d'autres, hein, je pense à Montpellier, au PFC, etc. Donc, je pense que au contraire, c'est pas un problème pour l'instant, c'est plutôt un avantage en France et d'ailleurs en Angleterre aussi, parce qu'on peut partager les infrastructures, le staff, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Après, je comprends tout à fait que la question de la professionnalisation, alors soit d'adosser, du moins d'adosser les clubs féminins à la Ligue de football professionnel telle qu'elle existe aujourd'hui, ou créer une ligue autonome, ça c'est une vraie question auquel évidemment il y a des arguments pour et des arguments contre. Et c'est intéressant ce que vous dites de voir comme une opportunité finalement l'unification, enfin le fait d'avoir le football féminin lié au masculin et que les deux fonctionnent en même temps, parce qu'effectivement c'est aussi là qu'est l'argent et qu'on va pouvoir investir et développer certaines choses. Mais je sais que parfois, en discutant avec des personnes aussi qui travaillent dans le milieu, en particulier dans le milieu amateur, mais pas seulement, on voit que aussi il y a une question de priorité, vu que le budget est commun, on va dire, au sein d'un club par exemple, pour les féminines et les masculines. On voit que la priorité étant généralement les équipes masculines, parce qu'elles rapportent plus pour des raisons X ou Y. Certains voient ça aussi justement comme un frein. Donc je pense que Nicolas, c'est aussi là, enfin tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est aussi de ce point de vue-là que certains peuvent voir ça comme un frein, même si c'est indéniablement un avantage économique. En discutant avec certaines personnes, on a l'impression que derrière, malgré un apport effectivement premier considérable, au niveau du développement ensuite dans les faits de certains aspects du football féminin, il peut y avoir des limites qui, dans le cas d'un club 100% féminin par exemple, pourraient ne pas se poser. Non, là, Luc, si tu permets, je réponds encore. Oui, vas-y, oui. Bon, alors, je connais particulièrement bien le football amateur, puisque ça fait plus de 40 ans que je passe mes week-ends sur les stades, et notamment dans la banlieue est de Paris, donc sur les 3 départements de l'Académie de Créteil. Et je peux vous assurer que toutes ces histoires on privilégie le football masculin profit du football féminin, c'est pas du tout ce qu'on observe ces dernières années, au contraire. Il y a des tonnes de clubs qui ont créé des sections féminines, à qui on a donné des créneaux. Et si vous regardez les clubs de la région parisienne, honnêtement, il y en a pas mal qui ont créé des sections féminines. Et dans certains départements, comme le Val-de-Marne par exemple, qui ont même des sections de jeunes filles, style des U11, qui sont essentiellement féminines, alors que ça n'existait pas il y a quelques années, la plupart du temps. Alors, juste pour rebondir une dernière fois, puis peut-être laisser parler un petit peu Luc, non, le problème du développement du football féminin est lié surtout aux infrastructures de la petite couronne. Vous voyez, c'est ce qu'on met un petit peu dans le bouquin, c'est que c'est pas une volonté des clubs de privilégier le football masculin, c'est que il y a une contrainte de capacité énorme, puisque dans la petite couronne, c'est très très dense, les terrains sont construits depuis 2 années, et évidemment, il faut se partager un petit peu les terrains. Et ça, c'est un peu compliqué parce que d'un point de vue organisation, c'est vrai que il faut faire avec les clubs masculins qui étaient présents. Voilà. Tout à fait, oui. C'est vraiment ça le problème qui peut se poser. Et pour continuer un peu sur cette indépendance potentielle des sections féminines, cet été, il y a quand même eu tout l'épisode, et qui continue d'ailleurs encore avec l'aide de la LFP annoncée par Laurent Nicolin, etc., pour les clubs professionnels féminins. Et la volonté principale de cette aide-là, c'était que les clubs féminins puissent être un peu maîtres de leur budget, avoir un peu plus de souplesse dans leur choix économiques. Bon, pour l'instant, cette aide n'est toujours pas arrivée, mais c'était un peu quand même dans cette volonté-là, Luc Arondel, d'aider les féminines à avoir leur propre budget. Oui, non, mais on peut être que d'accord avec vous dans l'histoire que le foot féminin, l'avenir du foot féminin passe par le fait qu'il faut développer
ses ressources de revenus. Ça c'est clair d'une certaine manière. Mais effectivement, pour l'instant, effectivement, on est dans une phase un petit peu de début de développement. C'est pas forcément le fait qu'on s'assoit un petit peu sur des infrastructures masculines, justement dans cette période un petit peu de démarrage, c'est certainement pas négatif, quoi, d'une certaine manière. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé à Lyon, quoi, le fait que Jean-Michel Aulas ait voulu vraiment développer le football féminin, vous voyez un petit peu les résultats qu'il y a eu, et ça c'est vrai que ça aurait sans doute pas pu se faire si ce club n'avait pas été adossé à l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir qu'effectivement l'OL féminin tel qu'il est actuellement, ça a été effectivement, comme beaucoup de clubs d'ailleurs professionnels, ça a été l'absorption de clubs féminins qui existaient déjà auparavant. C'est un peu général, ça c'est ce qui s'observe aussi. Donc quelque part, d'une certaine manière, voilà, qu'on développe effectivement les revenus commerciaux, les revenus, les droits télé du foot féminin, ça c'est sans doute un objectif qu'il faut atteindre. Mais après, d'une certaine manière, le fait que aujourd'hui, les sections masculines, vraisemblablement, et comme le disait Richard, c'est les sections masculines qui financent une partie du football féminin. C'est-à-dire, effectivement, les recettes, c'est 19 millions, les dépenses, c'est 32 millions. Donc, quelque part, il y a un déficit à combler, d'une certaine manière. Voilà, c'est le football masculin qui finance une partie du football féminin, et c'est très bien comme ça pour l'instant, quoi. Mais en fait, c'est très bien comme ça. Moi, je suis assez d'accord et je critique pas du tout en fait l'apport du football masculin au foot féminin qui est obligatoire, comme vous le dites, et qui est nécessaire. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces dépenses-là du foot féminin, elles vont continuer à augmenter. Si on veut faire progresser petit à petit l'économie du foot féminin, ça veut dire construire des vrais stades et pas seulement des terrains. Ça veut dire payer plus les joueuses, parce que ces 10 dernières années, on va en parler, mais le salaire des joueuses a beaucoup augmenté. Et donc ces budgets-là, ils vont forcément être amenés à augmenter. Et en fait, la solution qu'il faut trouver, c'est comment faire en sorte que les présidents de clubs ne fassent plus du mécénat, mais arrivent à être un petit peu rentables au moins. Mais on est bien d'accord. Et justement, et vous, messieurs, vous voyez comment cette évolution? Vous avez une idée de comment ça pourrait se faire dans les années à venir, l'évolution de l'économie, en commençant par justement s'appuyer sur des clubs masculins et après voir, est-ce que vous avez un petit peu un aperçu déjà de comment ça pourrait ou ça devrait continuer à se développer? Vous savez, le football, ça n'a jamais été une industrie très rentable jusqu'au milieu des années 2010, à peu près. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu pour les clubs anglais parce qu'il y a évidemment une augmentation très très forte des droits TV. Évidemment, comme les droits TV sont énormes, en fait, il y a une espèce de contrainte sur la masse salariale qui fait que les clubs deviennent profitables. C'est pour ça d'ailleurs que on voit pas mal de fonds de pension, de sociétés américaines qui investissent en Europe parce qu'ils imaginent que le football masculin va devenir rentable ces prochaines années. Donc, le football féminin, finalement, il en est un petit peu assez précis, assez début de croissance qui sans doute auront lieu ces prochaines décennies. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne question, en fait, cette histoire de profitabilité. Pour augmenter les salaires, il faut augmenter le budget, mais encore une fois, vous voyez, ça sort pas de nulle part. Il faut qu'il y ait quand même une certaine demande pour que, en effet, les budgets augmentent et puis que les salaires augmentent et pas l'inverse. C'est pas, on va pas augmenter les salaires et puis le budget va suivre derrière. Alors, puisqu'on évoque les salaires, en D1, tu me corriges si je me trompe, vous me corrigez si je me trompe, messieurs, madame, autour de la table. Une joueuse gagne en moyenne 1 500 € par mois, voire plus selon les clubs. Si on va chez Lyon et Paris, c'est certainement un peu plus. Ouais, ça c'est la moyenne sans OL et PSG, parce que du coup l'OL et PSG faussent un peu cette moyenne en D1 quand même. Oui, voilà, c'est ça, pour préciser. Alors, une partie des joueuses peut donc vivre du football, mais sans avoir le même train de vie que les hommes, bien sûr. Et on voit souvent des reportages, d'ailleurs, dans leur quotidien hors football. Certaines sont, je sais pas, professeurs à côté ou étudiantes même, voilà, et ont le football à côté. Les contrats, eux, sont dans leur majorité des contrats fédéraux, c'est la fédération qui gère. L'ancienne joueuse Melissa Plaza disait récemment dans une interview que vivre du football c'était très compliqué pour les femmes, que les conditions de travail et d'évolution étaient quand même souvent pas très faciles. J'ai envie de vous poser la question, Luc Arondel, est-ce qu'à défaut d'arriver à l'égalité entre hommes et femmes, on peut pas déjà mieux salarier les dames pour éviter la précarité?
Les questions salariales, c'est Richard qui est spécialiste, donc je vais le laisser répondre sur cet aspect-là. T'exagères, tu bottes en touche là en fait. Non. Non, alors oui, à vous Richard Duhautois, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. C'est un marché. Richard est quand même un spécialiste du marché du travail. Non, mais en fait, là, pour le coup, je pense que vous avez raison. Le problème de la, entre guillemets, vous savez très bien qu'en droit semi-professionnel, ça veut rien dire, mais le fait qu'il y ait des joueuses qui soient obligées de travailler, en effet, c'est quand même un petit peu un scandale en ce moment, mais du moins un scandale, c'est une façon de parler, évidemment. Et en effet, la professionnalisation du football français de D1 ferait que, en effet, au lieu d'avoir quelques contrats fédéraux en D1 et puis en D2, toutes les joueuses seraient professionnelles. Donc, en effet, ça pourrait avoir un effet sur pourquoi pas sur la demande, après sur les budgets, sur l'évolution des salaires. Mais on peut aussi imaginer un petit peu comme dans le nouveau championnat argentin professionnel qui s'est créé en 2019, des contraintes sur les salaires minimums, qui existent d'ailleurs déjà avec les contrats fédéraux, mais peut-être que c'est pas assez. Là, on peut être que d'accord avec vous. Non, et puis j'ajouterais quelque chose. C'est vrai que le fait, les décisions, par exemple, de la fédération anglaise, ou que la fédération paye une partie des salaires des joueuses qui jouent dans les championnats, pas forcément une mauvaise idée non plus, quoi. Ouais. Et Luc, alors n'oublie pas, c'est quand même assez particulier cette histoire de fédération qui paye les salaires. Par exemple, si on prend les États-Unis, les joueuses sont payées par leur club et seulement les internationales sont payées à condition qu'elles restent. Tout à fait. Donc ça, tu peux pas mélanger, à mon avis, l'histoire de la rémunération de la fédération pour les internationales et puis les rémunérations liées à la structure du club. Après, moi, si je peux juste un peu revenir sur ce que tu disais en introduction sur cette question-là, Léo, il y a quand même une sacrée évolution depuis ces dernières années. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. J'ai un peu travaillé avant l'émission, j'ai eu des dirigeants, des agents, etc. En 7 ou 8 ans, les salaires ont vraiment augmenté, le nombre de contrats fédéraux ont vraiment augmenté. Il y a 7 ou 8 ans, c'était 70 joueuses environ qui avaient un contrat fédéral en D1. Aujourd'hui, D1 plus T2 confondus, on arrive entre 300 et 350 joueuses qui ont un contrat fédéral ou un CDD spécialisé pour le foot féminin. Et donc, ça veut dire 300 à 350 joueuses qui gagnent environ, évidemment, c'est pas des sommes astronomiques, mais qui gagnent environ un SMIC ou plus. Donc ça, c'est quand même une sacrée évolution. Et si on continue sur ce rythme-là, on peut se dire que d'ici quelques années, les joueuses vivront confortablement avec un 2500 €, 2700, et ce qui peut se faire dans beaucoup d'autres championnats, évidemment pas la Ligue 1, ni le top 14, ni les championnats hyper médiatisés, mais voilà, ça progresse quand même. Oui, c'est une condition pour développer un petit peu le football féminin, comme vous disiez tout à l'heure. Surtout la fédération, si je me rappelle bien, a changé les contrats de contrats fédéraux pour la D2. C'est-à-dire que jusqu'à cette année, les clubs de D2 pouvaient signer maximum 5 contrats fédéraux. Et ils ont supprimé Ils en ont 12 maintenant, c'est ça. Ouais, ils en ont 12. Et voilà, il y a bon, évidemment, en D2, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de services civiques, d'apprentissage, de CDD assez précaires, etc., d'emplois par la mairie. Mais le fait est que, en bricolant un petit peu, les clubs parviennent à payer les joueuses et de moins en moins de joueuses travaillent à côté. En D1, celles qui travaillent, souvent, c'est des formations, c'est des jeunes qui sont tentés aussi par ce double projet pour aussi s'assurer la suite derrière. Mais une fois qu'elles ont 23-24 ans, qu'elles ont fini leur formation, leurs études, leur université, souvent, elles se consacrent au football. Et on entend de plus en plus le discours des jeunes joueuses, la nouvelle génération championne Europe U19, etc., de dire « je veux me concentrer vraiment sur le football pour réussir au plus haut niveau ». Et ça, ce discours-là, on ne l'entendait pas avant. Et donc, il y a aussi un autre phénomène assez nouveau aussi en D1, c'est que jusqu'au milieu, du moins jusqu'au moment en gros où Jean-Michel Aulas rachète le FC Lyon en 2004, il y avait à peu près 98% des joueuses qui étaient des joueuses françaises en D1. Aujourd'hui, c'est simplement 60% des joueuses sont des joueuses françaises en D1. Donc ça, c'est forcément, si on fait venir des joueuses étrangères, on est obligé de les rémunérer d'une façon un petit peu différente. Et en France, c'est en France que les salaires en moyenne sont les plus élevés. Hein. Ouais, mais c'est vrai avec Paris et Lyon quand même. Oui, d'accord. Voilà. Mais je pense qu'ailleurs, c'est un peu pareil aussi. Ce qui tend peut-être à évoluer avec les
les évolutions de Manchester City, d'Arsenal, du Barça et puis éventuellement du Real Madrid qui vient de se lancer. Oui, tout à fait. En rachetant effectivement le CDT Cone, qui est un club de la banlieue de Madrid. Oui. Je voulais simplement en rajouter sur l'histoire de l'évolution, parce que je crois que j'ai pas trop répondu à la question, mais quand on regarde bien vous savez, la création de la D1 actuelle qui date de 1992, quand on regarde ces quasiment 30 dernières années, en fait, on observe récemment une espèce de convergence avec le football masculin en termes de nombre d'étrangers dans le championnat et nombre de joueurs qui sont nés dans la région parisienne. Et donc ça, c'est assez intéressant finalement à observer, c'est que le football féminin a tendance à suivre un petit peu ce qu'on peut observer en termes de structure, des caractéristiques individuelles des joueurs. Alors, si on a bien une quand même qui a lancé ce combat, cette discussion sur un combat sur un terrain plus militant, donc on explique, c'est bien Megan Rapinoe. Inès, tu voulais nous en parler aussi. Elle a écrit justement un livre qui parle aussi de son combat de tous les jours. Et tu avais quelques éléments que tu voulais partager. Entre les lignes. Et oui, je voulais parler de Megan Rapinoe pour ma chronique hashtag mi-temps. Je vous propose aujourd'hui en fait une petite étude de cas pour parler de l'égalité salariale aux États-Unis, qui, comme l'un de vous l'a dit tout à l'heure, est une situation un peu particulière par rapport à l'Europe en tout cas. Et pour cela, je me suis basée entre autres sur une autre lecture que j'ai faite ce mois-ci, donc celle de One Life, la biographie de Megan Rapinoe, où elle évoque de nombreux sujets et parmi eux sont vécus des conflits avec la fédération américaine pour obtenir de meilleurs salaires. Un livre dans lequel elle ne se prive pas pour dénoncer de nombreuses inégalités entre l'équipe masculine et féminine. Et elle y écrit ce qui suit. Quand un joueur de l'équipe masculine touche $5 000 en perdant une rencontre amicale, une joueuse reçoit $1 350 en gagnant et rien du tout en cas de défaite ou de match nul. Quand, en 2015, l'équipe nationale féminine explose toutes les projections en engrangeant $16 millions de plus que prévu alors que l'équipe masculine est largement déficitaire, quand la discrimination va si loin que l'allocation journalière prévue pour chaque joueuse lors d'un déplacement est de $50 pour les femmes contre $62,50 pour les hommes, ras-le-bol d'être gentil. Et c'est vrai que vu comme ça, on peut comprendre son énervement et sa volonté de changer les choses. Et surtout, elle montre que contrairement à l'Europe, ou en tout cas elle rappelle que contrairement à l'Europe, c'est la sélection féminine et non masculine qui est la plus lucrative aux États-Unis. C'est vrai que cet argument du fait que le football féminin n'est pas assez rentable pour qu'on investisse dedans, c'est un argument qui est souvent répété. Donc j'ai été interpellée par cette situation dont témoigne Rapinoe et je me suis demandé comment on peut expliquer les moindres revenus des Américaines alors qu'elles rapportent plus que leurs homologues masculins. Et effectivement, la question se pose puisque les Américaines, elles performent. Elles ont des résultats plus que satisfaisants, elles atteignent plutôt régulièrement les objectifs sportifs qui leur sont demandés. Donc, Megan Rapinoe raconte donc dans son livre l'espoir qu'elles avaient de se faire entendre par la fédération en 2015, juste avant de remporter la Coupe du Monde 2015. Je la cite. « Si nous gagnons le trophée en 2015, la fédération aurait du mal à nous refuser des salaires égaux à ceux des hommes car l'équipe masculine ne l'avait jamais remporté. » Et finalement, il s'est avéré que non, gagner la Coupe du Monde n'était pas une preuve ou un argument forcément pris en compte par la fédération puisque leurs demandes n'ont pas été entendues à l'époque. Et puis pour renforcer ces arguments en faveur de l'égalité salariale, Rapinoe avance aussi l'argument de la rentabilité. Les sportives, je cite, sont un bon investissement, c'est prouvé. Il ne s'agit pas de nous faire l'aumône, on ne dit pas faites ce qui est juste. Non, pour la finale de la Coupe du Monde 2015, il y a eu 20 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. On parle d'un paquet d'argent bien réel là. Et donc ici encore, on peut, je pense difficilement lui donner tort, ou en tout cas on peut comprendre son argument. Et surtout, elle montre encore une fois que l'argument économique n'est pas le seul, n'est pas suffisant pour expliquer à lui seul toutes les conditions, les inégalités entre la sélection féminine et masculine aux États-Unis. Et
en effet, il y a un problème qui, je pense, permet d'expliquer davantage certaines inégalités, mais qui n'est peut-être pas assez souvent pris en compte ou pas assez abordé. Et ce problème, c'est celui de la misogynie, tout simplement. En tout cas, c'est ce qui en ressort du livre de Rapinoe. En effet, en mars 2020, les avocats de la Fédération américaine ont publié un communiqué qui dit ce qui suit, je cite encore une fois le livre, qui dit que les différences physiques entre les hommes et les femmes signifiaient que non seulement nous avions moins d'aptitudes et de compétences, moins de rapidité et de force que les hommes, mais qu'être un homme supposait en outre d'avoir plus de responsabilités au sein de la Fédération américaine de football que n'en avait l'équipe féminine. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la vision assez stéréotypée des rôles des femmes et des hommes dans la société qu'on voit dans ce communiqué. En tout cas, ce communiqué, il relève une chose, c'est que les joueuses de la sélection sont moins payées aussi parce que, tout simplement, ce sont des femmes, ni plus ni moins, et donc parce que leurs corps sont moins performants que ceux des hommes. Une chose qui, bon, pourtant, j'ai envie de dire, ne les empêche pas de gagner toutes les plus grandes compétitions. Dans son livre, Megan Rapinoe a malheureusement confirmé mes inquiétudes. Les femmes auront beau prouver leur valeur, c'est pas leur performance, leur rentabilité, ni même leurs résultats qui vont déterminer totalement leurs revenus, pas entièrement en tout cas. Donc finalement, peut-être que l'avenir du football féminin réside avant tout dans l'évolution de notre société et que le premier pas, avant même d'espérer que les diverses stratégies économiques ou autres ne payent, serait en fait d'abord de se débarrasser de certains stéréotypes, de discrimination et de réellement rémunérer les personnes pour leur travail, leurs résultats, et ce, quel que soit leur sexe ou leur genre. Voilà. Donc, bien sûr, cette analyse, elle est assez particulière aux États-Unis. Elle est encore une fois basée sur une comparaison avec les hommes. Et je voulais avoir aussi votre commentaire, Richard Duhautois, par exemple, sur ce sujet. Est-ce que vous avez envie de répondre ou compléter la réflexion de Megan Rapinoe ? Même aux États-Unis, le football féminin est beaucoup moins développé que le football masculin d'un point de vue économique, je pense. Parce qu'en effet, au niveau de la pratique, au moins jusqu'à un certain âge, c'est à peu près équivalent. Quand on regarde à la fois dans les lycées ou dans le championnat universitaire, c'est à peu près le même type d'effectif, avec un peu plus de bourses pour les filles à l'université. En ce qui concerne l'équipe nationale, si vous voulez, je vous redis exactement ce qui se passe, c'est que en effet, les joueuses internationales sont payées par leur club et par la Fédération américaine de football pour si elles jouent dans le championnat américain. Et puis après, en effet, elles ont des rémunérations liées au déplacement. Et simplement, ce qui se passe aussi, c'est que les droits TV, par exemple, de la Coupe du Monde, sont payés à la Fédération internationale de football, à la FIFA. Et donc, en effet, le prize money est beaucoup plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Et même si finalement les femmes gagnent la Coupe du Monde, évidemment, elles touchent un petit peu moins que ce que auraient touché les hommes si jamais ils avaient gagné eux-mêmes la Coupe du Monde. Donc, et ça, on le justifie, pardon, je vous coupe, mais ça, on le justifie comment, enfin, comment l'expliquer qu'elles gagnent moins? Elles gagnent moins parce que c'est le prize money, c'est, si vous voulez, les droits TV que la FIFA récupère pour la Coupe du Monde masculine et pour la Coupe du Monde féminine ne sont pas du tout du même montant. C'est beaucoup plus faible. Donc la redistribution derrière est beaucoup plus faible aux fédérations. Et donc après, évidemment, aux joueuses. Donc vous voyez, moi je veux bien, entendre cette histoire de discrimination, ça existe, mais il y a un moment donné. Bien sûr. Bah, c'était aussi un peu la volonté de cette chronique, c'était un peu de prendre le point de vue de Megan Rapinoe et de faire une sorte de petit analyse en gros, mais bien entendu la situation est plus complexe que ça, ça c'est sûr. Si on pousse la réflexion, on peut aussi parler des transferts qui génèrent énormément d'argent chez les hommes. Vous en parlez dans votre livre, par contre, les transferts féminins ne sont pas rares, mais ils ne pèsent pas très lourd, Lucas Rondel, si vous voulez. Oui, non, il y a très peu il y a assez peu de transferts. Donc chez les femmes, ça n'a rien. C'est le même constat que ce qu'on faisait tout à l'heure sur les budgets, c'est-à-dire on est vraiment dans deux mondes complètement différents, quoi. Je crois que le record a été battu cette année justement, un transfert qu'il y a eu en Angleterre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bernie Harder. Ouais, voilà, Bernie Harder qui est passé d'Allemagne en Angleterre. Il y a aussi, on voit bien qu'effectivement, il y a certaines championnes américaines qui viennent faire des piges en Angleterre. Donc, il y a quand même au niveau de la mobilité
des footballeuses, il y a quand même des choses qui s'accélèrent un petit peu, mais bon, voilà, pour l'instant, on ne parle pas encore de trading, entre guillemets, de trading joueuses, comme on parle de trading joueurs pour certains clubs, notamment en Ligue 1, quoi. Bah, là-dessus, sur l'économie de transfert, moi je pense que, bon, évidemment, je pense que c'est inutile d'essayer de comparer avec les hommes et de tout ce qui se passe chez les hommes, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs autour du foot féminin. Par contre, ça peut faire partie des futurs revenus des joueuses. D'ailleurs, c'est en discussion en ce moment, par exemple, il y a des discussions autour des indemnités de formation qui existent chez les garçons et qui permettent au club d'avoir un centre de formation et derrière de ne pas les laisser partir gratuitement si un club veut acheter votre joueur ou votre joueuse. En ce moment, il y a des discussions pour ça, pour qu'un club qui veut acheter une joueuse de 20 ans qui a passé 5, 6 ans, 7 ans dans un club, et donc le club a investi pour cette joueuse pour la faire progresser, que le club touche quand même un petit billet. Alors pour le foot féminin, ce sera des petites sommes pour le moment, mais il y a ça qui est en train de se mettre en place en France et peut-être aussi en Europe, parce que par exemple l'Espagne l'avait déjà fait ça, sauf qu'il y a eu un problème, c'est que les clubs espagnols devaient payer pour acheter des joueuses en Espagne. Par contre, les clubs étrangers ne devaient pas payer pour acheter des joueuses espagnoles formées en Espagne. Il y a eu le cas avec Damaris Segurola, qui est en ce moment joueuse à l'OL. Le Barça la voulait et avait dû payer 300 000, en plus, grosse somme pour le foot féminin, de frais d'indemnisation de formation. Or, Everton, qui est en Angleterre, a pu se l'offrir gratuitement. Donc là, il y a des discussions en France pour faire ça, pour que, voilà, et Laurent Nicolin, notamment, vraiment à cœur que ça se développe, parce qu'il y a beaucoup de ces joueuses du centre de formation de Montpellier, notamment, qui partent gratuitement, et c'est forcément décourageant pour ces présidents qui font déjà, on le rappelle encore et toujours, du mécénat pour développer la formation chez les féminines, et qui ensuite voient leurs joueuses partir gratuitement. Et donc ça, c'est le point sur la formation. Et pareil, les transferts payants, il y a autre chose, c'est qu'il y en a très peu, hein. On est bien d'accord, mais les clubs ne communiquent pas dessus parce que tout simplement, ils ont peur que ça ne mette pas en avant le football féminin, parce que quand il y a des transferts payants, et il y en a entre la D2, la D1, etc., c'est des transferts à quelques milliers d'euros à peine. Il y en a à 5 000, il y en a à 10 000. Par exemple, le premier transfert qu'il y a eu, je crois, de la D2 vers la D1, c'était Julie Pigat de Grenoble vers Fleury. Ça a été peut-être 1000 ou 1500 euros, mais c'est un transfert payant. Et voilà, s'il y a beaucoup de joueuses formées dans les clubs qui finissent par avoir qui a des petits revenus comme ça fera quand même avancer un peu l'économie du foot féminin à ce niveau-là. Alors sur la formation, vous avez raison, c'est un réel problème que finalement il n'existe pas de centre de formation agréé comme dans le football masculin, puisque évidemment les joueuses qui sont dans les centres de formation, bon, en plus tous les clubs n'ont pas de centre de formation féminin. En fait, il n'y a pas de contrat vraiment, vous savez, comme pour le football masculin, avec le contrat d'apprenti, etc., d'aspirant. Et la plupart, du moins, au même âge, les filles sont surtout soit dans les pôles espoirs qui évidemment se sont créés il n'y a pas très longtemps et qui sont en forte croissance, soit dans les sections sportives scolaires. Donc en effet, vous avez raison de souligner que c'est vraiment un réel problème et en effet, l'avancée au niveau de la formation et d'agréer les centres de formation et de donner des contrats aux joueuses sont très importantes dans l'avenir, à mon avis. Et c'est vrai que bon, je savais pas que le président de Montpellier était très attaché à ça, mais c'est un réel problème. Et simplement, je voulais aussi intervenir sur les transferts. Alors, vous savez, on parle toujours des transferts des hommes, mais les transferts payants pour les hommes, c'est si on prend le monde entier, c'est entre 10 et 15% simplement. Il y a 20% de prêts entre clubs et la plupart c'est des transferts libres. Donc évidemment pour les filles c'est encore pire, mais si vous voulez, il y a aussi un problème lié à l'image que la presse renvoie au niveau des transferts. La plupart des transferts payants, et notamment ceux qui sont supérieurs à 5 millions d'euros, sont essentiellement dans le Big Five pour les hommes. Donc, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des gros transferts, quelques-uns par an, mais la plupart des joueurs sont transférés à la fois libres ou en prêt, et s'ils sont transférés avec des transferts payants, c'est des montants très faibles. Nicolas, si tu avais une réponse à apporter là-dessus? Non, pas spécialement. Mais en tout cas, merci pour l'expertise sur le sujet. Je trouve que c'est des sujets vraiment passionnants sur l'économie du foot féminin. Je rajouterais juste un truc, quelque chose. C'est vrai que quand on regarde, alors pour qu'il y ait transfert, c'est ce que disait Richard, c'est que pour qu'il y ait un transfert payant, il faut aussi que on rachète un contrat et que les contrats
les contrats chez les joueuses sont beaucoup plus courts que chez les joueurs pour l'instant, quoi. Donc, une solution, c'est aussi de leur faire signer des contrats qui sont un peu plus longs. Mais c'est difficile, en fait, de leur faire signer des contrats plus longs en moyenne, si on prend la moyenne des contrats de la FIFA, parce que, en fait, il y a plein de championnats qui durent très peu de temps, où il y a des joueuses qui changent de championnat la même année. Et finalement, il y a aussi des championnats qui se sont créés récemment, notamment, je pense à celui de Colombie, je crois, qui, en effet, a duré 1 ou 2 ans, et puis c'est cassé la gueule, entre guillemets. Donc, la durée des contrats, elle est aussi liée au risque, en fait, finalement, de la création et de la professionnalisation du football féminin. Je me demandais quelles étaient pour vous les conditions finalement, parce que on a évoqué beaucoup de sujets, on voit qu'il y a beaucoup d'évolution au niveau des salaires, qu'il y a des progrès qui sont faits et qui pourraient être faits encore au niveau des formations, il y a le sujet des sponsors, le mécénat, tout ça on l'a évoqué, et je me demandais pour vous quelles sont les conditions pour que justement le football féminin puisse continuer à se développer. En particulier, vous aviez parlé de cette augmentation de la demande dont on a besoin finalement, puisque tant que les gens s'y intéresseront pas, tant que on aura du mal à peut-être franchir un cap et augmenter davantage. Donc, je me demandais si vous aviez peut-être peut-être pas une liste de conditions, mais voilà, de choses qui pourraient permettre d'améliorer ça, en particulier au niveau de la demande du public et de la visibilité du football. Une réponse chacun, messieurs. Non, vas-y, Luc. Alors, non, ça c'est vraiment une question intéressante. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant à regarder, c'est faire le parallèle donc entre le foot féminin donc en Europe et puis ce qui s'est passé quand même aux États-Unis, puisque effectivement le foot féminin aux États-Unis est un peu présenté comme une sorte d'Eldorado pour le foot féminin, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on revient un petit peu en arrière. Donc, ça, c'est vrai que en plus, aux États-Unis, c'est soi-disant effectivement que le soccer, hein, c'est vraiment le sport de femmes par excellence, puisqu'effectivement les hommes n'occupent pas forcément le terrain, ils préfèrent aller sur le football américain. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment s'est développé ce football féminin aux États-Unis. Donc, c'est vrai que on date un petit peu l'essor du football féminin aux États-Unis des décisions donc politique, hein, le fameux titre 9, hein, donc en 1970, hein, en 1972, qui interdit toute discrimination dans les programmes d'éducation. Donc c'est ça qu'effectivement qui a développé énormément donc la partie féminine du sport et notamment celle du soccer, puisque effectivement les hommes ne pratiquaient moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que même avec ça, même avec dans un pays effectivement où le football féminin pouvait davantage se développer, on voit que, comme disait Richard tout à l'heure, finalement, d'un point de vue économique, c'est pas si clair que ça, quoi. Alors effectivement, dans les stades, il y a quand même beaucoup plus de spectateurs qu'en Europe. On tourne autour de entre 6 et 7 000 spectateurs pour aller voir du football féminin. Mais c'est vrai qu'à côté, on disait tout à l'heure, hein, même la MLS fait beaucoup mieux, puisqu'on est au niveau de la Ligue 1. Et en termes de revenus, c'est pareil, hein, contrairement à ce qu'on peut dire. Alors c'est vrai que c'est des modèles un peu économiques qui sont différents que ceux d'Europe, hein, puisqu'ils sont basés surtout assez peu sur les droits télé, mais surtout sur de la billetterie et puis ce qu'on appelle les match day revenus. Hein. Effectivement, quand on regarde les budgets des franchises américaines hommes, c'est à peu près 10 fois supérieur en moyenne aux franchises aussi féminines. Donc effectivement, si je cite cet exemple, c'est que même dans un pays où effectivement on a quand même des conditions pour que le foot féminin se développe de manière assez forte, on voit que de toute façon, même là, il y a quand même des difficultés donc, au niveau de la demande. Donc c'est quand même pas facile à ce niveau-là. Alors après, au niveau de ce qu'on pourrait faire en Europe, de toute façon, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout au long de cette interview. Je pense que effectivement, ça passe par vraiment la formation, la professionnalisation, tout d'abord la formation. Ça, comme disait Richard, il faut quand même que ce qui serait bien, c'est que tous les clubs aient des centres de formation pour les filles. Ensuite, effectivement, ce qui suit, c'est la professionnalisation. Hein, il faut, là, on le disait tout à l'heure aussi, il faut qu'il y ait une ligue professionnelle de football féminin avec des joueuses professionnelles, un peu comme ce qui s'est fait en Angleterre.
Et puis après, bon, alors ça c'est plus difficile. Il faut effectivement rendre ce football un peu visible, mais c'est d'une certaine manière c'est en bonne voie puisque tous les matchs de D1 maintenant sont télévisés. Alors après, pour développer la demande, là c'est autre chose. Hein. Chez les économistes, hein, voilà, on parle de préférences. Il y a les préférences voilà, enfin c'est pas des consommateurs comme les autres. Hein. Un supporter de foot, c'est pas un consommateur tous les deux. Le spectacle de football, c'est pas un spectacle comme les autres, c'est autre chose. Mais néanmoins là, effectivement, pour rendre le foot plus populaire, ça passe d'une certaine manière. Je pense que le fait déjà d'avoir une équipe nationale qui soit performante, d'avoir quelques équipes donc comme Lyon par exemple qui sont en haut de l'affiche au niveau européen, mais effectivement le fait aussi d'avoir une équipe nationale performante, tout ça peut aider effectivement à développer peut-être une certaine demande, un peu comme on peut l'espérer, hein, comme l'augmentation effectivement de la demande de foot masculin après le titre de 98 par exemple. Mais tout ça, moi, comme disait Richard, hein, on n'a pas une boule de cristal, mais quelque part, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Ouais, et puis juste pour conclure, pour augmenter la demande, à mon sens, hein, c'est des réflexions qu'il faut pousser, mais je pense que la FFF doit faire un peu plus, les clubs doivent faire un peu plus, notamment dans l'attractivité autour des rencontres. Quand on se déplace sur les matchs, il y a pas l'événementiel n'est pas poussé, il n'y a pas de boutique, on peut pas se restaurer. Enfin, c'est très limité à ce niveau-là, donc forcément, c'est pas un spectacle pour les gens. Et ça, je pense que c'est un point important sur lequel tout le monde doit travailler pour justement donner envie aux spectateurs de s'y rendre. Richard Diotois, d'un mot pour conclure aussi, si vous avez... Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Luc a dit. La formation, la professionnalisation, les résultats de l'équipe nationale sont des éléments importants. Et puis peut-être je rajouterais en effet la concurrence avec les autres pays qui commencent peut-être à dépasser les championnats de D1 féminines en termes de professionnalisation, qui va peut-être avoir un rôle sur les mouvements des joueuses et donc forcément sur peut-être un peu les salaires. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on va conclure cette émission en espérant avoir été le plus complet possible. Ça prend du temps, forcément, ce sera un podcast qui sera long, mais il en faudrait encore plus déjà. Et puis surtout, l'idée, c'était de vous donner à vous, chers auditeurs, des clés de compréhension sur ce qui régit un petit peu la pratique féminine du football, pas seulement pour briller en société, mais parce qu'il en va de l'évolution de cette société, justement. La question économique, on l'a évoqué tout au long de ce podcast, dans la pratique féminine du football, est un vrai indicateur aussi du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle donne une idée du chemin parcouru et puis surtout, on vient de le dire, du chemin à parcourir. Si ça vous a plu, surtout si ça vous a intéressé, on ne peut donc que vous recommander la lecture du livre de Luc Arondel et Richard Diotois, Comme les garçons, l'économie du football féminin, c'est son titre. Nous vous remercions chaleureusement, messieurs, d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, merci d'avoir pris le temps pour parler de vos recherches. Et puis on vous souhaite évidemment bonne chance et bon courage pour la suite. Merci à vous aussi, Inès et Nicolas. La réflexion, ça continue aussi tous les jours sur l'équipière, de toute façon. Ouais, merci beaucoup. Et puis c'est vrai que ce sujet est tellement intéressant, il y avait plein d'autres choses à aborder, les sponsors, le premier naming qui est Arkema, etc. Mais en tout cas, c'était très, très bien comme discussion. Si jamais vous lancez un deuxième livre sur le football féminin, messieurs, on vous réinvite pour continuer la discussion et la réflexion. Pas de problème, à votre disposition. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis surtout, prenez soin de vous. Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.